La caméra se concentre sur un arrêt de bus enneigé à Manhattan. C'est la veille de Noël. Un homme en costume de luxe est assis seul, le regard perdu dans le vide. Un enfant s'approche, transi de froid. En cette nuit glaciale de Noël, deux inconnus se sont rencontrés à un arrêt de bus. Un garçon affamé, un milliardaire au cœur vide. Aucun d'eux n'aurait imaginé que cette conversation changerait tout à jamais. Avant de commencer ce récit poignant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. De nouvelles vidéos chaque jour, des histoires qui vous toucheront en plein cœur. Et maintenant, place à l'histoire. La neige tombait à gros flocons sur la 5e avenue à New York, en cette veille de Noël. Le vent glacial de décembre balayait les rues désertes, emportant avec lui les derniers échos de l'esprit de Noël qui résonnait depuis les vitrines décorées des boutiques de luxe. Il était presque 22 heures, et la plupart des gens étaient déjà rentrés chez eux, réchauffés par leur cheminée, en train de préparer le repas de Noël. À l'arrêt de bus du coin de la 57e rue, assis sur le banc métallique froid, se trouvait Richard Morrison. À 52 ans, il était l'un des hommes les plus riches de Manhattan. Son costume Armani à $3000 contrastait fortement avec l'atmosphère ordinaire de cet abri public. Richard n'avait pas besoin d'attendre le bus. Il disposait de 3 voitures de luxe avec chauffeur. Mais ce soir-là, après une énième dispute avec sa famille, il avait erré sans but dans la ville, cherchant à fuir le vide qui le rongeait. Ses mains tremblaient, non pas de froid mais de la solitude qui l'étouffait. Il venait de quitter son penthouse de l'Upper East Side, où sa femme, Catherine, lui avait annoncé d'un regard froid et calculateur qu'elle voulait divorcer, non par manque d'amour, mais pour l'argent. Ses 2 enfants adultes, Brandon et Melissa, avaient pris le parti de leur mère, plus intéressés par l'héritage que par leur père. Ce soir de Noël, Richard Morrison avait des millions à la banque, mais personne avec qui les partager. Le bruit de légers pas dans la neige attira son attention. Un enfant s'approchait de l'arrêt de bus, un garçon d'à peine 7 ans. Il portait un manteau trop fin pour ce froid glacial, des baskets usées et trouées sur les côtés et tenait la main d'une jeune femme, sans doute sa mère, qui portait un bébé emmailloté dans ses bras. « Excusez-moi, monsieur », dit le garçon d'une voix douce mais tremblante de froid. Ses grands yeux bruns fixèrent Richard avec un mélange de timidité et de curiosité. « Savez-vous si le bus numéro 5 circule toujours ?» Richard regarda le garçon, puis la femme qui se tenait quelques pas derrière, la tête baissée. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, avec de profondes cernes sous les yeux et une expression d'épuisement total. « Je crois que les bus ne circulent plus depuis 1 heure, répondit Richard d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. C'est Noël. Tout ferme plus tôt. Le visage du garçon s'assombrit. Il regarda sa mère, qui ferma les yeux pour retenir ses larmes. Le bébé se mit à gémir, un son faible et inquiétant. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda le garçon, la voix étranglée par l'émotion. « Bah, on trouvera une solution, Tommy, » répondit-elle en serrant fort son plus jeune fils contre elle. « On y arrive toujours. » Tommy n'avait pas l'air convaincu. Il se retourna vers Richard, comme si cet homme en costume de luxe pouvait détenir une solution miracle. « Vous habitez loin d'ici ?» demanda le garçon, avec l'innocence caractéristique des enfants. « Tommy !» le réprimanda doucement sa mère. « Ne l'embête pas. Tout va bien ?» dit Richard, surpris lui-même par sa propre réponse. Il évitait généralement de parler aux inconnus. « J'habite tout près, et vous ?» « On habite dans le Bronx, » répondit Tommy avant que sa mère ne puisse l'arrêter. « Mais on a fait tout ce chemin parce que maman a trouvé un travail de femme de ménage dans un immeuble. Mais elle a raté le dernier bus parce que le bébé est tombé malade et on a dû aller à la pharmacie chercher des médicaments. » La femme semblait gênée par les explications détaillées de son fils. « Je suis désolé. Tu n'avais pas besoin de me dire tout ça, Tommy. Quel est votre nom ?» demanda Richard directement à la femme, ignorant le protocole social qu'il suivait habituellement. « Sarah Mitchell, » répondit-elle avec hésitation. « Et voici Tommy, et le bébé s'appelle Emma. » Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Richard observa Sarah plus attentivement. Ses vêtements étaient propres, mais visiblement rapiécés.
Ses mains étaient rouges et rugueuses, sans doute à cause des produits d'entretien. Malgré la situation manifestement désespérée, elle conservait une certaine dignité. « Combien coûte un taxi pour le Bronx ?» demanda Richard brusquement. Sarah laissa échapper un rire sans joie. « Environ 40 ou 50 $. Je n'ai pas ça. J'ai à peine de quoi payer le bus demain. »« Maman travaille tellement », intervint Tommy d'une petite voix pleine d'admiration. « Elle nettoie des bureaux la nuit et s'occupe de nous la journée. Et elle ne se plaint jamais. »« Tommy, mon fils, c'est vrai, maman. Tu es la meilleure maman du monde. C'est juste que... » La voix du garçon s'est brisée et il a baissé les yeux vers ses pieds, mouillés par la neige. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est Noël et qu'on ne va pas dîner. Et on n'aura pas de cadeau non plus. C'est alors que Tommy regarda Richard avec ses yeux innocents mais dévastateurs et prononça les mots qui allaient transpercer le cœur blindé du milliardaire. Maman a dit que le Père Noël nous avait encore oubliés. Richard sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas de la pitié, c'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. C'était la prise de conscience que là, transi de froid à un arrêt de bus la veille de Noël, se trouvait une famille qui possédait exactement ce qu'il avait perdu, l'amour véritable malgré tout. « Viens avec moi », dit Richard en se levant brusquement. Sarah recula, instinctivement protectrice. « Quoi ? Non, monsieur, nous ne pouvons pas. Je m'appelle Richard. Et oui, vous pouvez. J'habite à 3 rues d'ici. Venez prendre un chocolat chaud, vous réchauffer et je vous raccompagnerai en voiture. Sans engagement, sans danger. » Il sortit son portefeuille et montra sa carte d'identité. « Je suis un homme d'affaires. J'ai une famille. Enfin, j'en avais une. De toute façon, personne ne devrait passer le réveillon de Noël dans la rue avec 2 jeunes enfants. » Sarah scruta les yeux de Richard, cherchant des signes de mauvaise intention. Elle y vit de la sincérité, et peut-être aussi de la solitude. « S'il te plaît, maman, » supplia Tommy, « j'ai tellement faim, et Emma a de la fièvre. » C'est ce qu'elle a décidé. Sarah hocha lentement la tête. L'appartement de Richard Morrison était tout ce que Sarah avait imaginé. Luxueux, impeccable, froid. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art modernes onéreuses. Le sol en marbre reflétait la douce lumière des lustres en cristal, et le mobilier semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration haut de gamme. Pourtant, quelque chose d'inquiétant s'en dégageait. Aucune chaleur humaine, aucune photo de famille au mur, aucun signe de vie. « Installez-vous confortablement », dit Richard en allumant le chauffage central. « La salle de bain est par là. Des serviettes propres sont dans le placard. Vous pouvez vous sécher et vous réchauffer. » Sarah hésita à l'entrée, comme si pénétrer dans ce lieu risquait de souiller sa pureté avec la souillure de la pauvreté. « Monsieur Richard, nous ne voulons causer aucun problème. »« Vous ne causez aucun problème, » l'interrompit-il, et pour la première fois depuis des années, il sourit sincèrement. « En fait, vous me rendez service. L'endroit était très calme ces derniers temps. » Tommy, moins inhibé que sa mère, avait déjà enlevé ses chaussures mouillées et déambulait dans l'appartement, les yeux écarquillés d'émerveillement devant une telle opulence. « Waouh, on dirait le château de Cendrillon !» s'exclama-t-il. « Maman, regarde cet immense sapin de Noël !» En effet, dans un coin de la pièce, se dressait un sapin de Noël de près de 3 mètres de haut, magnifiquement décoré de boules précieuses et de guirlandes lumineuses blanches. Mais il n'y avait pas un seul cadeau à son pied, pas un seul. « Ma femme, » commença Richard, avant de se reprendre. « Mon ex-femme avait engagé des décorateurs. Elle voulait que tout soit parfait pour les photos Instagram, mais finalement, nous n'avons rien fêté. » Sarah aperçut la tristesse dans sa voix et ressentit une pointe d'empathie. La richesse ne faisait pas le bonheur, il en avait la preuve vivante. « Tommy, viens ici, essuyons-nous et ne touchons pas aux affaires de Monsieur Richard, » dit-elle fermement mais doucement. Richard secoua la tête. « Laisse le petit explorer. Rien ici ne peut être cassé et il n'y a rien de plus important que la curiosité d'un enfant. » Il regarda Sarah. « Le bébé a-t-il encore de la fièvre ?» Sarah vérifia le front d'Emma, inquiète. « Un peu. Elle souffre d'otite à répétition. Le médecin du centre de santé a dit qu'elle avait besoin d'un spécialiste, mais il y a 6 mois d'attente et elle n'a pas d'assurance. Elle verra un spécialiste demain.
dit Richard d'un ton ferme. « Je m'en occuperai. »« Monsieur Richard, je ne peux accepter de « tu peux et tu vas le faire ». Son ton ne laissait place à aucune discussion. « Maintenant, je vais nous préparer quelque chose à manger. » Dans la cuisine gastronomique, qui n'avait probablement jamais vraiment servi, Richard ouvrit le réfrigérateur et trouva exactement ce qu'il craignait. Rien de fait maison. Il y avait des vins chers, des fromages importés, du caviar, mais rien qui puisse constituer un repas décent pour une famille affamée. Il décrocha le téléphone et appela un restaurant qu'il connaissait dans le quartier. « Bonjour, ici Richard Morrison. Oui, je sais que c'est Noël et que vous êtes fermé. Je paierai le triple. J'ai besoin de nourriture pour 4 personnes livrées à mon domicile dans 30 minutes. Dinde, purée de pommes de terre, légumes, tarte aux pommes, tout y est. Et un chocolat chaud pour un enfant. Oui, le triple. Merci. » Lorsqu'elle retourna dans la pièce, elle trouva Tommy assis par terre, le regard fasciné par la cheminée allumée par Richard. Sarah était assise sur le canapé, berçant Emma et lui chantant doucement une berceuse. « La nourriture est en route », annonça Richard. « Monsieur Richard », commença Sarah, les larmes aux yeux, « pourquoi faites-vous cela? Vous ne nous connaissez pas. » Richard s'assit dans le fauteuil en face d'elle, l'air pensif. « Parce qu'aujourd'hui, ma femme m'a dit qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle ne m'avait jamais aimé. Mes enfants me regardaient comme si je n'étais qu'un compte en banque. Et puis je t'ai rencontré et ton fils a prononcé cette phrase à propos du Père Noël et j'ai compris. » Il s'interrompit, la voix tremblante. « J'ai compris que tu as tout ce qui compte, même sans rien posséder de matériel. Tu as l'amour, et moi, j'ai tout ce qui est matériel et je n'ai rien. » Tommy, qui avait écouté attentivement toute la conversation avec l'attention exclusive des enfants, se leva et s'approcha de Richard. Sans prévenir, il grimpa sur le fauteuil et serra dans ses bras le milliardaire solitaire. « Ne soyez pas triste, monsieur Richard. Vous pouvez fêter Noël avec nous. Maman dit toujours que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent le même sang, ce sont ceux qui sont là pour vous quand vous avez besoin d'eux. » Richard resta immobile un instant, puis lentement, très lentement, il rendit l'étreinte. Cela faisait des années que personne ne l'avait serré dans ses bras avec une telle sincérité. Les larmes qu'il avait retenues toute la nuit finirent par couler sur son visage. Sarah pleurait elle aussi, émue par la scène. Un homme puissant, vulnérable comme un enfant, trouvait du réconfort dans les bras d'un petit garçon de 7 ans, au cœur pur. La sonnette retentit. C'était le repas. Richard paya généreusement le livreur et revint les bras chargés de sacs embaumés. Ensemble, lui et Sarah mirent le couvert, la table n'ayant probablement jamais accueilli un vrai repas de famille. « Avant de manger, » dit Tommy en joignant ses petites mains, « pouvons-nous dire merci ?»« Bien sûr », répondit Richard surpris. Tout le monde se prit par la main autour de la table. Tommy ferma les yeux et pria d'une douce voix. « Merci, mon Dieu, pour la nourriture. Merci d'avoir pris soin de maman et d'Emma. Et merci d'avoir mis monsieur Richard sur notre chemin aujourd'hui. Amen. Amen, murmurèrent Sarah et Richard ensemble. Ils mangèrent lentement, savourant chaque bouchée. Tommy parlait avec animation de l'école, de son désir de devenir médecin pour prendre soin de sa sœur et de sa mère. Sarah raconta son histoire. Veuve à 23 ans après la mort de son mari dans un accident de chantier, sans famille ni soutien, elle cumulait 3 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants. Richard écoutait tout, s'imprégnant de ces histoires de résilience, d'amour et de lutte, et pour la première fois depuis des décennies, il se sentait vraiment vivant. Il était presque minuit lorsqu'ils eurent fini de manger. Emma s'était endormie sur le canapé, enveloppée dans une couverture en cachemire que Richard avait apportée de la chambre. Tommy luttait contre le sommeil, mais ses petits yeux pétillaient de curiosité tandis qu'il explorait la bibliothèque de Richard. « Monsieur Richard, vous avez tellement de livres !» s'exclama Tommy en caressant du bout des doigts les dos reliés en cuir. « Maman dit que les livres sont des trésors. Ta mère a raison. » approuva Richard en rejoignant le garçon. « Eau et livres sont la seule chose authentique que j'ai conservée de mon enfance. » Sarah, qui avait fait la vaisselle dans la cuisine malgré les protestations de Richard, revint en s'essuyant les mains. « Vous n'êtes pas obligé de nous le dire, mais avez-vous des enfants ?» demanda-t-elle doucement. Richard hocha la tête, un poids visible sur ses épaules. « 2. Brandon a 28 ans.
Mélissa, 25. Mais nous n'avons pas de relation. J'ai tellement travaillé, tellement voyagé, tellement construit que j'ai oublié de fonder une famille. Quand j'ai cherché, ils étaient déjà des étrangers. Et aujourd'hui, quand ma femme a demandé le divorce, ils ont pris son parti. Non par amour, mais par intérêt. C'est triste, dit Tommy sincèrement. Si j'étais ton fils, je t'aimerais vraiment. Tu es quelqu'un de bien. Richard sourit tristement. Merci, Tommy. Cela me touche plus que tu ne peux l'imaginer. Sarah s'assit à côté de Richard, maintenant une distance respectueuse, mais rassurante. Monsieur Richard, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Si vos enfants ne voient pas le bonhomme que vous êtes, il est peut-être temps de trouver une nouvelle famille. Une famille de cœur. C'est ce que ta mère a dit tout à l'heure, fit remarquer Richard en regardant Tommy. La famille, c'est elle qui est de notre côté. Exactement, approuva Sarah. J'ai perdu mon mari, Michael, il y a 4 ans. Ce fut un véritable déchirement. Mais j'ai dû aller de l'avant pour mes enfants. Et j'ai découvert que parfois, les personnes les plus inattendues deviennent notre famille. Ma voisine, Madame Rodriguez, garde les enfants quand je travaille de nuit. Le gérant du supermarché, Monsieur Chen, me met toujours de côté des produits proches de leur date de péremption à prix réduit. Ce sont de vrais anges. Richard resta silencieux un instant, comme pour réfléchir, puis brusquement il se leva. « Attends ici, je veux te montrer quelque chose. » Il monta à l'étage et revint quelques minutes plus tard avec une vieille boîte poussiéreuse. Il s'assit par terre dans le salon, et Tommy s'assit aussitôt à côté de lui, curieux. « Cette boîte contient des objets de mon enfance, » expliqua Richard, en l'ouvrant avec précaution. « J'ai grandi pauvre, Tommy, très pauvre. Mon père était ouvrier d'usine, ma mère couturière. Nous vivions dans un minuscule appartement dans le Queens. Exactement comme nous, s'exclama Tommy avec enthousiasme. Oui, comme toi. Richard sortit une vieille photo de la boîte. Voici ma mère, Grace. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Un cancer. On n'avait pas les moyens de lui payer un traitement adéquat. Sarah posa sa main sur son cœur, émue. Je suis vraiment désolé. Et ce qui m'a motivé, poursuivit Richard, la voix chargée d'émotion, je me suis promis de ne plus jamais être impuissant face à la vie. J'ai étudié comme un forcené, obtenu des bourses, cumulé 3 emplois pendant mes études. J'ai créé ma première entreprise à 23 ans. À 30 ans, j'étais millionnaire. À 40 ans, milliardaire. Waouh! S'exclama Tommy, impressionné. Tu es très intelligent. Intelligent, mais stupide, corrigea Richard avec un sourire triste. Car à force de vouloir tout obtenir, j'ai perdu l'essentiel. Mon père est mort il y a 10 ans et j'étais en réunion d'affaires à Tokyo. Je n'ai même pas assisté à ses obsèques. J'ai épousé Catherine parce qu'elle était belle et issue d'une famille influente, pas par amour. J'ai eu des enfants parce que c'était ce qu'on attendait de moi, pas parce que je désirais vraiment être père. Il sortit un autre objet de la boîte, un petit camion en bois usé par le temps. Mon père me l'a offert pour Noël. C'était le seul cadeau que je pouvais recevoir cette année-là. Mais c'était le plus beau cadeau de ma vie, car il était fait avec amour. Tommy souleva le camion avec respect, passant ses doigts sur le bois lisse. C'est magnifique. Votre père devait vous aimer beaucoup. Je t'aimais, et je ne t'ai jamais vraiment remercié comme il se doit. Richard regarda Sarah. C'est pourquoi, quand je t'ai vu aujourd'hui, quand j'ai entendu cette histoire de Père Noël, j'ai su que je devais faire quelque chose. Non pas par pitié, mais parce que tu m'as rappelé qui j'étais, avant de me perdre dans l'argent et le succès. Sarah avait les larmes aux yeux. Monsieur Richard, vous avez un bon cœur. Il vous suffit de le laisser vous guider à nouveau. Richard hocha la tête, puis regarda l'horloge. 00h15. C'est officiellement Noël, annonça-t-il. J'ai une confession à vous faire. Pendant que vous mangiez, j'ai passé quelques coups de fil. Une voiture vous attend en bas pour vous ramener à la maison. Et demain, ou plutôt aujourd'hui, un pédiatre viendra chez vous examiner Emma, gratuitement. Et aussi, Monsieur Richard, vous en avez déjà assez fait. Laissez-moi terminer, demanda-t-il doucement. J'ai également déposé suffisamment d'argent sur votre compte pour que vous n'ayez pas à travailler pendant 6 mois. Profitez-en pour être avec vos enfants, prendre soin de vous, vous reposer. Sarah était sans voix. Je
Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Tu peux et tu vas le faire, répéta Richard d'une voix ferme, mais douce. Parce que tu m'as donné aujourd'hui quelque chose qui vaut bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Tu m'as redonné espoir. Tu m'as rappelé pourquoi je suis en vie. Tu m'as fait me sentir à nouveau humain. Tommy serra Richard fort dans ses bras. Merci, monsieur Richard. Vous êtes notre Père Noël. Richard serra le garçon dans ses bras, souriant malgré ses larmes. Les jours qui suivirent, Noël furent une période charnière pour Richard Morrison. Il ne parvenait pas à se sortir Sarah, Tommy et Emma de la tête. Quelque chose avait profondément changé en lui cette nuit-là. C'était comme si un voile s'était levé sur ses yeux, lui permettant de voir le monde clairement pour la première fois depuis des décennies. Le 26 décembre, Richard se réveilla tôt, chose inhabituelle pour quelqu'un qui arrivait habituellement au bureau avant l'aube. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le travail qui l'appelait, c'était pour une autre raison. Il prit le téléphone et appela son avocat. « Doug, j'ai besoin de ton aide pour organiser quelque chose. Je veux créer une fondation. Non, pas juste un don de plus pour bénéficier d'avantages fiscaux, une vraie fondation. Pour aider les mères célibataires et les familles en situation de vulnérabilité. Je veux qu'elle soit concrète, efficace et qu'elle ait un impact réel. » Après avoir raccroché, Richard s'approcha de la fenêtre et contempla la ville enneigée. Manhattan scintillait sous le faible soleil d'hiver. Quelque part là-bas, dans le Bronx, Sarah s'occupait de leurs enfants. Il sourit à cette pensée. Son téléphone sonna. C'était son fils, Brandon. « Papa, il faut qu'on parle du partage des biens. Maman parle de vendre la maison de plage et... » Richard intervint calmement. « Brandon, je ne vais pas en parler maintenant, mais je veux que tu saches une chose. Je me rends compte que j'ai failli à mon rôle de père, envers toi et ta sœur. Je n'ai pas été le père que j'aurais dû être, mais si un jour tu veux connaître l'homme que je deviens, plutôt que celui que j'étais, ma porte te sera ouverte. » Un silence stupéfait régnait à l'autre bout du fil. « Papa, ça va ? » « Pour la première fois depuis des années, oui, » répondit Richard avant de raccrocher. 3 jours après Noël, Richard rendit visite à Sarah et aux enfants pour la première fois. Son appartement dans le Bronx était minuscule, un 2 pièces avec une cuisine attenante, mais il était propre, bien rangé et l'amour y était palpable. Des dessins de Tommy ornaient les murs. Des vêtements de bébé séchaient sur la corde à linge improvisée et des photos de Michael, son défunt mari, trônaient sur la petite étagère. « Monsieur Richard !» Tommy courut l'embrasser dès qu'il ouvrit la porte. « Vous êtes venu nous rendre visite ?»« Bien sûr que je suis venu. J'avais promis de revenir, » répondit Richard en tendant des sacs de courses et des jouets. Sarah quitta la pièce en emmenant Emma avec elle, qui semblait aller beaucoup mieux après la visite du pédiatre. « Monsieur Richard, vous n'aviez pas besoin d'apporter tout ça, » dit-elle, mais son sourire était sincère et reconnaissant. « Je le voulais. » Richard jeta un coup d'œil autour du petit appartement. « Et s'il vous plaît, appelez-moi simplement Richard, pas de monsieur. » Ils passèrent l'après-midi ensemble. Tommy montra à Richard ses dessins d'école, lui parla de son rêve de devenir médecin et lui posa 1000 questions sur ce que c'était que d'être riche. Sarah prépara du café et servit de simples biscuits, mais la conversation était d'une grande profondeur. « Comment fais-tu pour rester aussi positive ?» demanda Richard à Sarah, tandis que Tommy jouait avec Emma par terre. « Tu as traversé tant d'épreuves, tu as tant perdu, et pourtant tu souris encore, tu aimes encore, tu gardes espoir. » Sarah réfléchit un instant avant de répondre, parce que l'alternative, c'est d'abandonner, et j'ai 2 excellentes raisons de ne pas abandonner, dit-elle en désignant ses enfants. Quand Michael est mort, j'ai cru que mon monde s'écroulait, et d'une certaine manière, c'était le cas. Le monde que je connaissais, l'avenir que nous avions imaginé, tout s'est effondré. Mais ensuite, j'ai regardé Tommy, qui n'avait que 3 ans, et Emma dans mon ventre, et j'ai compris que je devais construire un nouveau monde. Pas un monde parfait, mais un monde où ils sauraient qu'ils étaient aimés. Richard a assimilé ces mots. « Tu es une femme extraordinaire, Sarah. »« Non, je suis juste une mère qui fait de son mieux. » Elle hésita, puis poursuivit. « Richard, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr. » Que désirez-vous vraiment de la vie en ce moment ? Si vous pouviez tout recommencer, que feriez-vous différemment ?
La question prit Richard au dépourvu. Il resta silencieux un long moment. Je privilégierais les relations humaines aux constructions. J'investirais mon temps plutôt que mon argent. J'aimerais les gens plutôt que mes réussites. Il regarda Sarah droit dans les yeux. Et je ne laisserai pas la solitude me consumer. Sarah tendit la main et la serra doucement. N'est jamais trop tard, Richard. Tu peux encore tout avoir. Ce soir-là, de retour dans son appartement vide, Richard prit une décision. Il appela son assistant de direction. Marc, à partir de demain, je souhaite réorganiser mon emploi du temps. Plus de réunions après 17 heures, pas de travail le week-end. Et je veux que tu te renseignes sur les programmes de mentorat pour les jeunes en difficulté. Je vais commencer à y consacrer du temps. Monsieur Morrison, cela aura des répercussions sur plusieurs contrats et, alors laisse-moi en être affecté. L'argent a toujours été là. Maintenant, je veux autre chose. Dans les semaines qui suivirent, Richard devint une présence constante dans la vie de Sarah et des enfants. Il emmenait Tommy à ses matchs de basket, l'aidait à faire ses devoirs et jouait avec Emma. Mais il apprit aussi. Il apprit la simplicité, la gratitude, l'amour inconditionnel. Sarah observait la scène avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. Elle savait qu'elle éprouvait des sentiments pour cet homme brisé qui se reconstruisait sous ses yeux. Mais elle avait peur. Peur que ce ne soit que passager, peur qu'il retourne à son monde de luxe et les oublie. Un soir, après que les enfants se furent endormis, Sarah et Richard discutaient sur le petit canapé. « Richard, il faut que je te dise quelque chose », commença Sarah, nerveuse. « Je te suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour nous, mais j'ai peur que nous soyons en train de devenir une sorte de projet pour toi. Comme si tu essayais de combler un vide temporaire et que quand tu t'en lasseras... » Richard lui prit les mains. « Sarah, ce n'est pas ça. Je ne fais pas ça pour combler un vide. Je le fais parce que tu m'as montré ce que c'est qu'une vraie famille. Et moi... » Il hésita, vulnérable. « J'aimerais faire partie de cette famille, si tu me le permets. Pas comme un bienfaiteur, mais comme quelqu'un qui t'aime. » Sarah sentit son cœur s'emballer. « Richard, tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » s'empressa-t-il d'ajouter. « Je voulais juste que tu saches que mes sentiments sont réels. Tu es réel. Tout cela est réel pour moi. » Sarah avait les larmes aux yeux. « C'est réel pour moi aussi. Pour nous. » Ils restèrent là, mains entrelacées, deux cœurs brisés commençant à guérir ensemble. 3 mois après ce Noël, la vie de Richard Morrison avait complètement basculé. Il était toujours PDG de son entreprise, toujours milliardaire, mais rien de tout cela ne définissait plus qui il était. Son identité était désormais intimement liée à quelque chose de bien plus grand et de bien plus simple, l'amour et la famille. La fondation créée par Richard, baptisée Fondation Grace, en hommage à sa mère, venait déjà en aide à plus de 50 familles à Manhattan et dans le Bronx. Il avait embauché Sarah comme directrice des opérations, non par charité, mais parce qu'elle comprenait mieux que n'importe quel cadre les besoins de ses familles. Ce matin de mars, Richard était dans l'appartement de Sarah, désormais agrandi à 3 chambres grâce à un arrangement qu'il avait conclu avec le propriétaire de l'immeuble. Tommy se préparait pour l'école, Emma jouait par terre avec des blocs de construction et Sarah préparait le petit déjeuner. « Richard, tu emmènes Tommy à l'école aujourd'hui ?» demanda Sarah depuis la cuisine. « J'ai une réunion avec les donateurs de la fondation à 9 heures. »« Bien sûr, c'est mon moment préféré de la journée. » répondit Richard en aidant Tommy à lasser ses chaussures. « Monsieur Richard, enfin Richard, se corrigea Tommy. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet scientifique. Il porte sur le cœur humain. Pouvez-vous venir le voir ? Je ne le raterai pour rien au monde, promit Richard en ébouriffant les cheveux du garçon. Après avoir déposé Tommy à l'école et avoir été présenté à tous ses camarades comme « mon ami Richard, qui est comme un second père pour moi », Richard retourna à son bureau, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il y avait quelque chose qu'il devait faire. Il décrocha le téléphone et appela ses enfants pour la première fois depuis des mois. Brandon répondit surpris. « D'accord, Brandon, je sais que notre relation est brisée. Je sais que je t'ai déçu de 1000 façons. Mais j'essaie de m'améliorer et j'aimerais que toi et Melissa appreniez à me connaître. Moi, tout simplement. »
Pas le cadre supérieur, pas le milliardaire, juste moi. Il y eut un long silence. Papa, Mélissa et moi avons parlé. Du divorce, de la façon dont nous t'avons traité. Ce n'était pas juste. Nous étions tellement obsédés par l'argent que nous avons oublié que tu étais humain toi aussi. Aimerais-tu déjeuner avec moi demain? Demanda Richard, plein d'espoir. Oui, nous serions ravis. Quand Richard a raccroché, il a ressenti un soulagement immense. Reconstruire cette relation ne serait pas facile, mais il était prêt à essayer. Ce soir-là, Richard était de retour chez Sarah. Il faisait désormais partie de leur quotidien. Il aidait à préparer le dîner, jouait avec les enfants, discutait avec Sarah de sa journée. C'était simple, mais c'était essentiel. Une fois les enfants endormis, Sarah et Richard s'assirent sur le canapé. Elle posa sa tête sur son épaule, un geste devenu naturel ces dernières semaines. « Richard, puis-je te poser une question ?» murmura Sarah. « Rien. Ça te manque? Ton ancienne vie, les fêtes, les dîners de gala, toute cette grandeur ?» Richard réfléchit honnêtement avant de répondre. « Non, pas du tout. Tu sais ce qui me manque? Rien. Parce que tout ce qui compte est ici, dans ce petit appartement, avec toi et ses enfants. » Il se tourna vers elle et la regarda dans les yeux. « Sarah, je t'aime. J'aime Tommy comme s'il était mon fils. J'aime Emma comme si elle était ma fille. Vous êtes ma famille. » Sarah avait les larmes aux yeux. « Nous t'aimons aussi, Richard. Tu as changé nos vies. Tu as changé la mienne, corrigea-t-il. Tu m'as sauvé d'une vie vide. » Ils s'embrassèrent tendrement. Un baiser de promesses, d'avenir, d'un amour véritable, bâti sur des fondements solides de respect et d'attention mutuelle. Quelques mois plus tard, par un bel après-midi de juin, Richard organisa un pique-nique à Central Park. Ce n'était pas seulement pour sa nouvelle famille, mais aussi pour Brandon et Mélissa, qui apprenaient peu à peu à connaître le père qui avait toujours été là, mais qu'ils n'avaient jamais vraiment vu. Tommy traversa la pelouse en courant avec Brandon, qui, à sa grande surprise, s'entendait très bien avec lui. Mélissa tenait Emma dans ses bras et discutait avec animation avec Sarah au sujet de la fondation. Richard observait la scène à distance, éprouvant une paix qu'il n'aurait jamais cru possible. Son téléphone sonna. C'était son avocat. « Richard, le divorce est prononcé. Catherine a reçu la moitié des biens, comme convenu. Parfait. Autre chose? Vous ne voulez pas connaître les détails financiers? Non, ce n'est qu'une question d'argent. J'en ai plus que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Et j'ai découvert que les choses qui comptent vraiment ne coûtent rien. » Il raccrocha et rejoignit sa famille sur la pelouse. Tommy accourut aussitôt vers lui. « Richard, Brandon a dit que tu nous emmenais au zoo samedi? » « C'est vrai, exactement. Et ensuite, on va manger de la pizza, la meilleure pizza du Bronx. Tu es le meilleur. » Tommy serra Richard fort dans ses bras. Sarah s'approcha, Emma dans les bras. Richard embrassa le front du bébé, puis embrassa Sarah. « Heureuse ?» demanda-t-elle. « Plus que je n'aurais jamais cru possible, » répondit-il honnêtement. Alors que le soleil se couchait sur Central Park, teintant le ciel d'orange et de rose, Richard Morrison contempla les êtres qu'il aimait et comprit qu'il avait enfin trouvé son foyer. Ce n'était ni un appartement de luxe, ni une villa dans les Hamptons. C'était là, dans ce cercle d'amour, avec une femme forte qui lui avait appris la résilience, un enfant qui lui avait fait découvrir la joie simple et un bébé qui lui avait appris l'amour inconditionnel. Le Père Noël ne les avait pas oubliés, ce Noël-là. Au contraire, il leur avait apporté le plus beau des cadeaux, la chance de prendre un nouveau départ, d'aimer véritablement, de fonder une famille non pas par les liens du sang, mais par choix. Et en cet après-midi de juin, alors que les rires résonnaient dans le parc et que l'amour emplissait chaque espace vide, Richard Morrison comprit enfin ce que signifiait être chez soi. Parfois, les rencontres les plus improbables nous apportent les plus beaux cadeaux. Richard a trouvé une famille après avoir tout perdu. Sarah et ses enfants ont trouvé sécurité et amour au moment où ils en avaient le plus besoin. Et tous ont trouvé quelque chose que l'argent ne peut acheter, un vrai foyer.